m'entendre? Oui, donc bonjour à tous. Bonjour et soyez les bienvenus à cette séance parallèle sur le renforcement de systèmes alimentaires territorialisés pour garantir le droit à l'alimentation organisé par les Nations Unies et les gouvernements locaux, ici au Forum du Pacte de Milan à Barcelone. Je m'appelle Massimo Perrino du secrétariat de SAG et je vais être ici à modérer ce panel. Comme vous savez, les gouvernements locaux sont clés pour garantir des systèmes alimentaires équitables et sûrs, et le lien qu'il existe entre les fournisseurs de services locaux et le droit à l'alimentation est à chaque fois plus fort. C'est un lien très solide. Nous avons un éventail de voix différentes aujourd'hui lors de notre séance qui participent de façon virtuelle et présentielle aussi. Et nous avons donc virtuellement, nous avons le secrétaire général de UCLG, non, l'Union de villes et gouvernements locaux. Nous avons le maire de Strasbourg, Jean Barcian, Emily Matheson de Fianne. Nous avons Monsieur Mohamed Sani Koussoutiti, le directeur du département des relations internationales et secrétaire général de la communauté des villes agricoles internationales de Konya, et le vice-gouverneur de Java oriental, c'est Miss Dardag. Donc, j'ai le plaisir de donner la bienvenue à Monsieur Malahao. Donc, vous pouvez vous asseoir, le maire de la municipalité de Kaliman, et aussi Hugo Salomao, le directeur de relations internationales de la communauté de Belo Horizonte. Donc, je voudrais donner la parole au secrétaire général de Fianne, Mila Matheson. Merci beaucoup, Massimo. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui dans cette session de travail. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs, la ville de Barcelone et le Pacte de Milan et tous les collègues de la FAO et d'autres réseaux des gouvernements locaux et nationaux qui sont en train de travailler de façon active pour garantir que les voies et les perspectives des gouvernements locaux fassent partie de l'accès à l'alimentation, les systèmes alimentaires, l'accès à l'alimentation. Mais au fait, l'alimentation générale porte sur la vie, sur la survie tout d'abord, mais il s'agit aussi de la construction de la communauté, de la société, de la santé, de la qualité de vie. Donc, quelque part, elle recouvre tous les aspects. C'est quelque part un élément essentiel pour la vie humaine et lié aussi à la durabilité de la vie humaine, de l'humanité, de la façon de nous rapporter à la planète sur laquelle nous habitons. Donc, il s'agit d'une partie extrêmement importante de notre agenda de travail. Et le fait de savoir que c'est un élément si important fait que cela soit difficile à croire que dans les zones, les agglomérations urbaines où se trouvent la plupart des habitants dans les villes jouent un rôle secondaire. Si les gouvernements locaux et territorialisés n'ont pas la voix autour de la table pour travailler sur le long terme et définir les politiques alimentaires, normalement, on pourrait dire que nous n'allons pas pouvoir trouver une solution durable. Mais c'est vrai aussi que ce rôle est aussi important sur le plan communautaire, sur le plan des rapports de voisinage. Il faut être conscient de jusqu'à quel point il faut changer le rapport à l'alimentation dans les ménages, au sein des familles, dans les quartiers, dans les centres éducatifs. Donc, dans ces jours-ci où nous avons beaucoup parlé, débattu ici à Barcelone, aussi le jour de l'inauguration, nous avons beaucoup parlé, nous sommes centrés notamment sur
cette sensibilisation qui est si importante, la sensibilisation auprès des communautés. Et aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur les liens internationaux. Voilà pourquoi le rôle de l'UCLG est si important aussi, ce concept, le maire de Strasbourg, le maire de Kelemalen, c'est-à-dire les leaderships locaux doivent être là autour de la table à parler, à participer sur cette importance, l'importance de l'approche territorialisée. C'est quelque chose qui est indéniable, mais aussi nous, en tant qu'organisation internationale et en tant qu'interlocuteur auprès des Nations Unies, des grandes organisations, nous devons aussi sensibiliser sur l'importance de ce leadership sur l'agenda international. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et nous avons essayé de participer à cela pendant le sommet de systèmes alimentaires qui a eu lieu il y a quelques jours. Et voilà ce que nous sommes en train aussi de demander, c'est notre plaidoyer quand nous exigeons ce lien et cette intégration de systèmes alimentaires dans les communautés sur le plan international. C'est le rôle de la communauté sur la sécurité alimentaire, le rôle qui doit être joué par les gouvernements locaux et les villes, extrêmement important. Il faut travailler sur le plan local avec des actions locales, mais nous devons aussi de travailler sur le plan international. Et je voudrais conclure en disant que cela ne va pas être possible de continuer à travailler avec le système alimentaire si ils sont conçus pour la production et pas pour alimenter et pour nourrir des personnes saines. Et c'est l'une des préoccupations les plus importantes sur le plan international. Dans le Nord, nous sommes un peu préoccupés autour des besoins d'alimenter, de nourrir des personnes saines. Voilà. Et dans le Sud, c'est juste éviter la famine et alimenter, nourrir la population. Nous n'allons pas pouvoir répondre, résoudre ce problème si nous n'arrivons pas à mettre en place un débat sur la production, sur les petites productions, les élevages, la production agricole à petite échelle. Et c'est un débat que nous devons lancer, et cela doit se produire aussi sur le plan local, et nous devons aborder aussi comment l'intégration régionale joue un rôle important aussi, par exemple, au sein de l'Union européenne, parce que cela a eu un impact sur certaines productions agricoles qui n'ont pas été peut-être les meilleures pour la production saine et nutritive, donc des denrées alimentaires. Et le fossé entre le nord, le sud et les industries, voilà, est en train de s'aggraver. Voilà l'agenda de travail, mais comme d'habitude, il faut commencer sur le plan local, territorialisé, et puis après national ou plus élargi. Et nous allons pouvoir en débattre maintenant. Et le contrat social de l'avenir, le pacte d'avenir que nous sommes en train de proposer en tant qu'organisation internationale pour la population, la planète et le gouvernement devra tenir compte de cette politique alimentaire par le biais de la démocratisation de l'accès à l'alimentation pour garantir que l'alimentation, les aliments sont conçus non comme un privilège, mais comme un droit humain essentiel. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Monsieur le maire de Strasbourg, pour nous avoir rejoints. Strasbourg a toujours joué un rôle extrêmement important au sein de notre organisation, surtout autour de la durabilité, le transport et les aliments. Et il en va de même pour Kellyman, pour la municipalité de Kellyman, pour aussi pour Belo Horizonte, pour tous les collègues qui nous ont rejoints aussi et qui sont en train de partager cette même vision. Donc, merci aussi à Massimo et
reste de l'équipe aussi, Messias, Alejandra, qui nous ont rejoints aussi. Merci. Vous avez la parole, Massimo. Merci beaucoup, le secrétaire général, pour ce commentaire, pour ces réflexions. Oui, les systèmes alimentaires doivent être transformés et aussi la gouvernance que vous venez de mentionner. La gouvernance de systèmes alimentaires, c'est clair du travail que nous avons mené pendant notre mandat au sein de l'UCLG. Et par la FAO, et le travail aussi développé par le FIAN. Et au fait, aujourd'hui, nous sommes ici juste pour faire cela, pour écouter les différentes méthodes de gouvernement et pour voir comment les gouvernements locaux et territoriaux travaillent pour transformer ces politiques et aussi les sociétés civiles. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais passer la parole au maire de Strasbourg. C'est vraiment un plaisir de l'avoir ici et d'entendre leurs expériences, ce qu'ils sont en train de faire à Strasbourg sur le plan local. Madame la maire, you have the floor. Oui, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ici, on a eu quelques problèmes techniques. Madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, chers collègues et partenaires européens, je voulais tout d'abord vous dire mon plaisir et ma grande joie de participer à cette table ronde ce matin. Et je vous remercie de votre invitation, que je prends comme un privilège parce que Strasbourg a adhéré au pacte de Milan il y a seulement quelques mois. Et c'est pour nous un réel plaisir de pouvoir d'ores et déjà partager avec vous nos expériences, nos témoignages, mais surtout entendre les vôtres. Alors, le titre de cette table ronde, renforcer les systèmes alimentaires territoriaux pour assurer le droit à l'alimentation, c'est évidemment une préoccupation majeure. C'est une thématique très forte que j'ai pu porter pendant la campagne des municipales en 2020 et qui s'inscrit au cœur du projet que je porte avec mon équipe à Strasbourg. Et évidemment, la crise sanitaire est venue renforcer encore le caractère prioritaire de ce volet lié à la résilience de nos systèmes alimentaires et du droit à l'alimentation pour tous et toutes. Et donc, c'est vrai que c'est une thématique qui doit répondre à une double exigence. C'est celle d'agir pour le climat, c'est celle d'agir pour la santé et le bien-être des personnes par une alimentation saine. Et c'est aussi un enjeu de justice sociale pour ne laisser personne de côté. Et c'est une véritable préoccupation à Strasbourg. Alors, avant de vous donner quelques exemples concrets des actions mises en œuvre, je voulais juste resituer le contexte de Strasbourg et vous décrire très rapidement son système alimentaire. Au départ, l'agglomération de Strasbourg connaît une situation vraiment favorable, on peut le dire, puisque nous sommes au cœur du bassin rhénan, donc la plaine du Rhin, le fleuve le Rhin, ce qui nous permet d'avoir des terres riches, des terres fertiles, avec une région qui bénéficie plutôt de conditions climatiques et géographiques qui sont favorables à l'agriculture. Et puis, on a dans notre région, et on en est très fiers, une culture gastronomique reconnue, populaire, vivante, sur un territoire prospère. Mais néanmoins, et c'est là-dessus que je voudrais insister, eh bien, notre situation qui, à la base, est plutôt favorable, eh bien, elle connaît malgré tout des difficultés et aussi un certain nombre de limites, comme dans la plupart des grandes villes du monde, et je souhaitais pouvoir en parler. Évidemment, la première difficulté, c'est que notre territoire est exposé au changement climatique et à ses conséquences, avec des épisodes de chaleur fréquents, avec des inondations, des coulées de boue, avec des pics de pollution de l'air, avec également des tempêtes. Et je ne sais pas si vous entendez aujourd'hui le vent qui souffle. Parfois, on l'entend. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais nous avons un épisode de tempête ce matin à Strasbourg
avec des arbres qui tombent et un impact évidemment sur la vie de la ville. Donc on est en plein dans l'actualité. L'élévation des températures moyennes, on la voit de manière très visible par l'avancement de la date de début des vendanges de plusieurs semaines. Nous sommes une région vinicole connue pour sa tradition et ses vins, les vins d'Alsace. Eh bien, on constate année après année un avancement de la date des vendanges. Avant, c'était plutôt fin septembre. Maintenant, on se dirige vers fin août, voire parfois même encore plus tôt. Une autre difficulté, c'est les questions de difficultés de santé pour la population, de difficultés de santé ou de difficultés sociales. On a une forte part de la population qui souffre d'obésité, on constate une surmortalité due à des maladies chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et on voit qu'une partie de la population a de vraies difficultés à se nourrir sainement, avec un quart de notre population qui vit sous le seuil de pauvreté et une personne sur 10 qui dépend de l'aide alimentaire. Donc les enjeux sociaux à Strasbourg sont extrêmement forts. Et puis la dernière limite de notre situation à Strasbourg, comme dans d'autres grandes villes françaises et européennes, eh bien, c'est notre très forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes dépendants d'un modèle agricole productif, nous sommes dépendants également de modes de consommation qui eux-mêmes dépendent de l'importation des produits. Et nous avons fait un état des lieux et nous nous sommes rendus compte que même si nous utilisions l'intégralité de nos terres agricoles actuelles sur le territoire de Strasbourg et de sa métropole, 12 000 hectares, pour essayer de nourrir les habitants du territoire, nous ne pourrions nourrir que 8% des habitantes et des habitants. Donc on voit bien que c'est extrêmement limité en termes de levier sur notre territoire. Et en plus, aujourd'hui, 83% de notre surface agricole utile est destinée non pas à l'alimentation humaine directement, mais à l'alimentation animale. Donc, avec l'ensemble de ces constats, on voit bien l'urgence à repenser notre système alimentaire à l'échelle de notre territoire, et c'est ce que nous faisons. Alors maintenant, quelques mots pour décrire la démarche que nous avons mise en place et par laquelle le pacte de Milan vient en soutien de nos politiques publiques en la matière. Donc déjà, nous avons pu constater à quel point cette question de l'alimentation, c'est une question extrêmement transversale. C'est-à-dire qu'on doit la traiter de manière globale et on s'est rendu compte justement qu'il fallait d'abord qu'on mette en cohérence l'ensemble de nos politiques publiques autour de cette question de l'alimentation. À travers nos politiques, on a différents leviers, je le disais, sur la santé, sur le volet social, sur le foncier, le volet économique. On a notre politique de lutte contre le changement climatique. Voilà, mais il faut qu'on puisse harmoniser l'ensemble de ces politiques au service d'un système alimentaire territorial qui soit efficient. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix du pacte de Milan, qui est adossé aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU et que nous utilisons d'ores et déjà. Donc, cette question de la transversalité est absolument essentielle. Nous avons évidemment commencé par réaliser un état des lieux. Et l'objectif, je l'ai dit, ce n'est pas d'ajouter un nouveau dispositif, c'est vraiment d'intégrer la question alimentaire à l'ensemble de nos actions et de nos politiques publiques existantes de manière la plus cohérente possible. Et cette cohérence, il nous la faut la mettre en place en interne à notre collectivité. On a déjà identifié une dizaine de directions en interne qui travaillent sur ces questions. Donc, il y a l'enjeu interne. Et puis, bien sûr, il y a l'enjeu de l'externe, puisque notre responsabilité en tant que collectivité publique locale, c'est de fédérer les énergies et d'engager un dialogue de co-construction avec les citoyens, avec les partenaires sociaux et économiques, avec les autorités régionales. Et ça n'est pas un petit écosystème, puisque nous avons pu constater que sur la chaîne production, transformation, distribution, consommation, eh bien, on a environ 5000
acteurs du système alimentaire au niveau local. Donc on voit bien que notre rôle, c'est d'abord un rôle d'ensemblier, un rôle de coordination et de fédération autour de cette co-construction. Donc nous venons de démarrer cette phase de dialogue avec un premier comité partenarial resserré, puis nous allons élargir la dynamique et enfin c'est avec les citoyens lors d'un forum qui réunira les citoyens et l'ensemble des acteurs du territoire que nous allons pouvoir discuter prochainement des objectifs et de nos trajectoires de transformation à l'horizon de 2030. Pour terminer mon propos et ne pas être trop longue et respecter mon temps de parole, je terminerai en vous donnant 3 exemples de transformations qui sont déjà engagées à Strasbourg. Premier exemple, c'est au sujet du foncier disponible. Je vous disais tout à l'heure que nous manquons de foncier sur notre territoire et il nous faut actionner tous les leviers possibles pour en récupérer, notamment à des fins nourricières. Et donc, nous venons de signer un accord avec l'Agence de l'eau de notre région, qui est une agence qui veille à la qualité de l'eau, qui préserve la ressource. Et cet accord consiste à accompagner des agriculteurs qui exploitent des terrains situés autour des champs captants d'eau potable pour les emmener vers de nouvelles pratiques qui permettent de protéger la ressource en eau et qui permettent aussi d'augmenter la part de production nourricière qui manque à notre territoire. Donc ça, c'est un levier pour nous très important qui nous permet de travailler sur ces terrains. Et ça permet aussi de faire émerger de nouvelles filières agricoles non alimentaires, comme par exemple le chanvre bio. Un deuxième exemple, c'est l'enjeu, je parlais des inégalités sociales, c'est l'enjeu de pouvoir amener ce système alimentaire et cette production nourricière dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg et notamment dans les quartiers qui concentrent le plus de populations vulnérables, dans les quartiers les plus populaires, avec des habitants en situation de précarité. Et donc, nous venons de lancer une démarche qui s'appelle Cité fertile. Nous sommes aidés par l'État français pour ce faire et qui va nous permettre vraiment de développer de l'agriculture urbaine en proximité, au plus près des habitants, avec des dispositifs d'accompagnement pour le retour à l'emploi. Donc, c'est une démarche nourricière, c'est une démarche de proximité, c'est une démarche d'amélioration aussi du cadre de vie des habitants. Et puis, c'est une démarche de création d'emplois et d'insertion avec l'apprentissage aussi du maraîchage et la sensibilisation à une nourriture saine. Et puis, le dernier exemple que je voulais vous donner, puisque nous sommes convaincus que pour que nos démarches alimentaires fonctionnent bien, il faut favoriser la participation active des citoyens, y compris sur leur propre approvisionnement, eh bien, c'est l'enjeu de diffuser une culture d'autoproduction. Et à Strasbourg, eh bien, nous avons déjà une tradition historique de jardins familiaux, puisque la ville a quasiment 5000 jardins sur son territoire, jardins qui sont donc alloués à des familles et qui représentent plus de 160 hectares de terrain dans la ville. Et évidemment, c'est un formidable levier pour nous, c'est un formidable levier d'autonomisation des citoyens, puisque ça va leur permettre de prendre en main directement, j'allais dire, leur production. Et là-dessus, la ville peut les accompagner pour permettre justement que ces jardins eh bien, recouvrent la vocation nourricière qu'ils pouvaient avoir au départ et qu'ils ont parfois tendance à perdre. Voilà les quelques exemples que je voulais vous donner pour Strasbourg, en vous disant peut-être juste en conclusion qu'avec la crise sanitaire, nous nous sommes bien rendus compte à quel point il était essentiel de coordonner l'ensemble des acteurs. La crise sanitaire a véritablement posé des problèmes au niveau local en matière de précarité alimentaire, notamment pour les étudiants et aussi pour d'autres personnes en situation d'exclusion. Et donc, on a dû, pendant toute cette période de crise, se mettre en lien et coordonner des actions avec des associations locales, avec des
restaurants et des épiceries sociales pour assurer aussi, faciliter la distribution de colis alimentaires. Et ça nous a encore renforcé dans notre conviction qu'il fallait développer l'écosystème de l'aide alimentaire en tant que tel et lutter contre la précarité alimentaire. Donc voilà les exemples que je voulais partager avec vous, en vous disant évidemment à nouveau notre joie d'échanger avec les différentes villes d'Europe autour et du monde, autour du pacte de Milan, pour faire face ensemble à ces enjeux qui sont les enjeux de notre époque. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir permis de présenter ces quelques exemples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la maire, pour cette intervention. Et thank you very much. Donc, merci beaucoup pour avoir souligné ce lien entre les systèmes alimentaires, le changement climatique aussi, les systèmes alimentaires, la santé. Et ici, nous sommes en train de parler du droit à l'alimentation. Donc, le droit à l'alimentation veut dire aussi une planète saine et durable, parce que sans les systèmes publics, c'est impossible de garantir le droit à l'alimentation. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse et donc m'excuser pour les intervenants qui sont connectés, parce que les organisations n'ont procuré l'interprétation que entre l'anglais et le français et pas virtuel. Mais bon, merci à Madame la maire de Strasbourg d'avoir partagé ces liens aussi et d'avoir donc commenté l'importance du dialogue, non seulement sur le plan international, avec le pacte de Milan et le renforcement des politiques publiques sur le plan régional et local aussi, et aussi l'importance de la résilience avec la société civile. Et c'est quand même important. Et cela fait le pont avec l'intervention de l'intervenante suivante, représentant l'organisation FIAN. Amélie, c'est un plaisir de vous avoir ici. Donc, si vous voulez bien partager votre perspective sur le lien avec la société civile, merci, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis ici en Allemagne. C'est vraiment un plaisir d'être... Merci aussi de m'avoir donné donc cette opportunité. FIAN International, c'est une organisation internationale avec plus de 30 ans qui travaille sur le droit à l'alimentation. Nous travaillons en croisement entre l'aliment et les droits sociaux. Donc, nous sommes en train de parler de la garantie de l'accès de façon digne à l'alimentation sur le plan communautaire, non seulement du point de vue de la sécurité alimentaire, mais aussi quelle est la production, comment est-ce que les denrées alimentaires sont produites et comment cela se gère. Et aussi, en tant qu'organisation, nous sommes très actifs aussi sur la scène internationale aussi. Et nous travaillons ensemble dans tous les domaines où il y a un débat autour de le droit à l'alimentation. Et dans le domaine des droits de l'homme aussi à Genève, il y a 5-6 ans, nous avons vu une augmentation du rôle que ces organisations jouent sur la scène internationale d'une perspective très différente pour promouvoir les engagements sur le point de vue aussi des droits de l'homme. C'est quand même très enthousiasmant parce que cela ouvre la possibilité de l'action démocratique de toute la population. Et cela engage donc la population dans son ensemble, les désirs politiques. Je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très enthousiasmant parce que cela ouvre des débats comme ça. Et à FIAN, nous travaillons aussi avec les gouvernements locaux, qui est absolument clé pour travailler. C'est l'une des frontières que nous devons comprendre pour garantir le droit à l'alimentation.
Et à ce niveau de gouvernance, nous pouvons développer plusieurs types différents de programmes et de politiques pour la production alimentaire et pour l'accès à l'alimentation, aussi pour ouvrir le dialogue avec les personnes qui sont un peu à l'écart de la société, en dehors du système, et voir comment ces processus politiques garantissent donc l'accès pour les personnes qui sont les plus atteintes par ce manque de droits, surtout après le pacte de Milan, pour travailler sur l'exclusion, les stratégies alimentaires. Cela a été un développement très important en ce qui concerne le potentiel d'une inclusivité accrue et pour ajuster toutes les questions concernant ces politiques, mais aussi nous sommes prudents aussi parce que nous savons que le gouvernements locaux, mais parfois on travaille dans le vide, donc nous sommes en train de comprendre comment aborder toutes ces dynamiques et voir quels sont les espaces dans lesquels nous pouvons travailler. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples de politiques et de plusieurs villes. Et ce qui est très intéressant, je voudrais souligner peut-être deux questions majeures que nous avons détectées dans notre travail pour voir comment les politiques se développent sur le plan local. Je ne sais pas, pour trouver un peu de terrain de débat. Tout d'abord, c'est une question qui a été déjà abordée, l'idée d'aller au-delà de la dimension urbaine, de cette vision territorialisée de la question alimentaire. C'est quelque chose que nous avons vu. Oui, les droits, les vies, c'est très intéressant, mais nous avons vu que le développement global a augmenter ce biais urbain, c'est pas forcément là, mais il faut garantir que le développement de politique engage tout le monde. Aussi, les zones rurales souvent sont reliées aux agglomérations urbaines et même dans un domaine de débat urbain, il y a cette idée comme quoi les zones rurales travaillent dans ce biais vers les villes. Donc, c'est important d'avoir un dialogue avec les parties prenantes, avec les acteurs, de façon à garantir qu'il y a cette évaluation de l'impact, non seulement sur le plan urbain, mais dans la zone, dans le contexte plutôt élargi, les agglomérations plutôt, les communautés d'agglomération, les zones rurales qui vont au-delà du territoire urbain. Et aussi, la production urbaine et périurbaine est extrêmement intéressante du point de vue de la production localisée des denrées alimentaires, mais aussi nous savons que cela ne peut pas remplacer l'échelle de la production dans un sens un plus élargi et aussi nous ne pouvons pas répliquer dans les problèmes auxquels fait face la production élargie. Donc la production à la petite échelle se trouve très menacée pour des questions climatiques, pour des questions de l'industrie, de l'échelle industrialisée de la production alimentaire. Mais aussi, comme j'ai déjà dit, la gouvernance a changé les dernières années. Il y a beaucoup de mouvements sociaux et des personnes qui ont beaucoup à dire dans ce domaine-là, dans tous les processus de développement, de décision des politiques. Donc, de mon point de vue, nous travaillons avec les gouvernements locaux et il y a des gens qui soutiennent cela. Et il faut ouvrir ce débat et changer le dialogue que nous avons eu par rapport aux systèmes alimentaires. Il faut analyser quels sont vraiment les besoins des communautés rurales, le développement rural, pour équilibrer les politiques urbaines, les pratiques urbaines aussi. Et évidemment, il y a plusieurs possibilités. Nous avons vu du point de vue du développement urbain, l'accès au marché. Bien entendu, toutes ces personnes-là sont des personnes qui se trouvent dans la meilleure position pour informer les décideurs politiques. Et cela me mène à souligner le point
du développement de politique. Donc, il faut garantir une participation qui soit appropriée de la part de tous les décideurs et toutes les parties prenantes. Et quand je parle de cette participation avec un sens, cela veut dire de développer un espace, de créer un débat, non seulement d'en parler, c'est d'agir, c'est créer les conditions pour garantir, faire en sorte que les personnes les plus vulnérables puissent avoir leur voix, puissent prendre des décisions dans tous les contextes. Tous les contextes sont tout à fait différents, donc je ne peux pas généraliser là-dessus, mais nous avons aussi vu qu'il doit y avoir des mesures pour garantir le contrôle de la réglementation, pour garantir la participation de grandes sociétés, de grandes entreprises dans le développement de la décision de politique. Cela doit être un peu contrôler et voir et donner un peu d'espace à tous ces voix-là qui n'auraient pas le droit pour développer des sociétés un peu plus inclusives dans le développement de politique, pour équilibrer, pour éviter les discriminations dans la gestion. Et voilà, les politiques alimentaires doivent pouvoir inclure et aborder la question de la sécurité alimentaire, au contenu nutritif d'alimentation et à tous les travailleurs dans le domaine de la production alimentaire. La participation est intéressante aussi. Éviter donc la vulnérabilisation, garantir que tout le monde est inclus dans les débats alimentaires et que les débats sont adaptés aux besoins des interlocuteurs. Par exemple, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, il y a eu des politiques très fortes là-dessus. Mais il y a eu plusieurs façons différentes de travailler là-dessus avec les organisations locales, les acteurs locaux. Mais finalement, il y a des politiques qui doivent être développées. Il faut vraiment aborder les causes liées à l'insécurité alimentaire, liées à la pauvreté, liées aux discriminations. Donc, parfois, en ce qui concerne les denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, parfois, nous ne parlons pas de politique proprement alimentaire, mais cela engage d'autres secteurs pour aborder et aussi adresser certaines de ces vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, du marché du travail, la vulnérabilité, les écoles ont été fermées. Donc, la crise de la COVID a montré tout cela, l'accès aux denrées alimentaires, les citoyens, la population ont dû avoir recours à la charité, à la bienfaisance. Et donc, les besoins ont été très différents parmi la population. Je crois que les gouvernements locaux se trouvent dans la meilleure position pour commencer à ouvrir ce débat et à tenir compte de tout ce politique. C'est pas un débat simple à tenir. Il n'y a pas une solution clair et direct, il y a plusieurs voies et pour développer les solutions les plus appropriées à ce problème que nous avons dans toutes nos communautés. Nous savons que c'est la façon de garantir les droits de tout un chacun. Nous sommes en train de travailler déjà avec quelques villes pour aborder ces problèmes, pour garantir donc des accès équitables, plusieurs façons de méthodologie, de travail pour le développement de politiques. Nous sommes en train de juste aborder ces politiques et avec la participation de gouvernements locaux et plusieurs niveaux sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan national, les gouvernements locaux, la collaboration locale, pour développer différentes voies pour transformer nos systèmes alimentaires, comme j'ai dit, aussi des actions démocratiques. Donc, nous sommes prêts pour travailler ensemble et j'espère que toutes les organisations qui travaillent sur le plan à la base sociale, donc nous allons pouvoir transformer les politiques publiques. Donc, merci beaucoup. J'ai très envie d'entendre toutes les autres interventions sur ce débat-là. Merci. Well, thank you very much.
Merci donc, Émilie, de ces réflexions si inspiratrices. Merci beaucoup de vous être centré sur comment donc résoudre les parties vulnérables les plus difficiles, parce que on ne peut pas garantir la sécurité alimentaire si nous ne travaillons pas justement avec les zones rurales, comme vous avez déjà mentionné, si vous n'abordez pas donc le fossé entre le monde rural et le monde urbain. Donc, merci beaucoup d'avoir fait référence à ce volet territorialisé, l'importance du dialogue avec la société civile pour pouvoir travailler avec ces populations vulnérabilisées. Et là-dessus, les gouvernements locaux sont clés pour ce dialogue. Et au fait, dans notre mandat, nous avons beaucoup travaillé avec la société civile, avec les villes et les processus locaux. Nous travaillons avec des processus municipaux qui travaillent avec la société civile et qui développent des recommandations d'un point de vue stratégique avec la population et les problèmes quotidiens aussi dans le congrès que nous allons organiser l'année prochaine. Déjà, nous allons travailler aussi là-dessus avec ce processus sur l'action municipale. Donc, merci beaucoup de vos réflexions. Maintenant, je souhaite donner la bienvenue à l'intervention Monsieur le maire de Yémané. Merci beaucoup. Manuel Daraujo, vous avez la parole pour partager avec nous votre expérience dans votre municipalité. Merci beaucoup, Massimo. Je tiens à remercier UCLG de nous avoir invités ici dans cette table ronde à partager nos expériences, à être capables de faire le lien, de faire le pont entre les sociétés de plusieurs villes, les sociétés différentes, pour pouvoir partager nos expériences, mais nous, pour pouvoir obtenir un peu de soutien, pour renforcer les capacités de ma municipalité, pour aborder tous ces challenges, tous ces enjeux. Tout d'abord, si vous me le permettez, je voudrais mentionner, juste pour réviser brièvement, quelle est ma situation, parce que peut-être pour la première fois, vous vous êtes présenté. La ville de Quelimane est la capitale politique, administrative et économique de l'une des provinces de Mozambique, à 25 kilomètres des bouches du fleuve Anchedage. Quelimane, on la considère comme une ville côtière, au fait. Et quand il y a une augmentation de la mer, nous avons l'impact de ces facteurs reliés au changement climatique. Et je pense, est-ce qu'il y a... Vous pouvez passer donc à la diapo suivante. La ville de Quelimane a 400 000 habitants et la ville a 6 millions d'habitants. Donc, la plupart du temps, je dis que nous sommes arrivés au débat des systèmes alimentaires du côté mauvais, du côté mauvais de la planète quelque part. Donc, nous sommes en train de faire face à deux problèmes majeurs. L'un a été la question reliée à la gestion des déchets. Nous n'avons pas eu les capacités ni les moyens humains pour pouvoir aborder les énormes quantités de déchets produits au sein de notre ville. Mais d'un autre côté, nous sommes en train de faire face à des niveaux, des taux de malnutrition parmi la population des femmes et des enfants très élevés. Plus de 52% de nos enfants sont mal nourris. Et quand nous savons aussi le problème le plus important dans le Sud, ce n'est pas des questions concernant l'obésité ou d'autres, mais comme Émilie l'a souligné dans ses réflexions, c'est la question de la famine, de la malnutrition, de la sous-alimentation. Et nous sommes en train de comprendre
comment développer des politiques, comment améliorer nos pratiques pour aborder ces deux questions. Là, nous avons trouvé un projet, nous avons développé un projet pour pouvoir résoudre les deux problèmes d'une seule initiative. Et nous avons appelé ça Quelimane IMPA, donc propre Quelimane. Donc, par le biais de ce projet, nous sommes en train de transformer le déchet en compost. Nous sommes en train d'améliorer notre capacité de collecter les déchets, mais comme nous sommes en train de faire face à des challenges, qu'est-ce que nous allons faire de nos déchets, comment est-ce que nous allons traiter ou travailler, nous avons créé un centre pour créer et produire le compost et nous avons réussi à résoudre les problèmes que nous avions par rapport aux problèmes sanitaires ou d'hygiénisation parce que nous travaillons avec les producteurs agricoles pour voir comment travailler avec le compost, pour améliorer non seulement la quantité de la production, mais aussi la qualité de leur production agricoles. Aussi, la question de l'accès aux denrées alimentaires, c'est quand même un challenge, l'accès à l'eau, accès au logement, l'accès à la sécurité, parce que c'est des éléments clés qui doivent être garantis par tout un leadership vis-à-vis de leurs citoyens. En tant que municipalité, nous sommes fortement engagés à mettre en place des politiques visant à garantir des aliments de qualité accessibles, abordables à tous nos citoyens. La municipalité Quelimane a une population urbaine et semi-urbaine à nature essentiellement agricole. Nous produisons du riz, des produits maraîchers et aussi des volailles. En tant que ville, nous avons commencé par l'organisation de notre ville. Nous avons introduit certains changements par rapport à la structure dont nous avons créé. Nous avons développé la voie de l'élevage, la sécurité dans les aliments et l'élevage aussi du bétail pour promouvoir des initiatives urbaines et agricoles pour m'améliorer la production alimentaire, pour pouvoir avoir un impact sur le niveau nutritionnel de nos populations, nos citoyens, et aussi la responsabilité du département de sécurité alimentaire et de se centrer sur la sécurité alimentaire par l'organisation de groupes de producteurs locaux qui sont les parties prenantes les plus importantes pour garantir vraiment une production, une sécurité alimentaire durable. Nous avons aussi les officiers municipaux, les conseillers municipaux qui travaillent, qui ont une influence dans le travail avec les partenaires et qui jouent un rôle clé pour garantir la production alimentaire et aussi la durabilité de la production alimentaire. Quelimane Limpa, Quelimane Agricola sont les deux projets les plus importants et les deux projets ont reçu le financement parce que nous avons demandé du financement à la représentation locale de l'Union européenne, mais quand même nous avons la capacité d'être capable de travailler dans le projet comme le projet lancé par l'Union européenne. C'est-à-dire, ce que nous avons fait, au fait, c'est de établir un partenariat avec les ONG, une ONG qui s'appelle Selim, l'autre Monetes, de l'Italie, en fait, parce que nous avons un accord de coopération, un rapport très important avec deux municipalités italiennes, la municipalité de Milan et la municipalité de Reggio Emilia. Donc, nous utilisons leur capacité et leur connaissance pour construire nos capacités sur le plan de la ville de Quelimane pour être capable ensuite de résoudre ces challenges, de mettre en place ces projets, avoir accès aussi aux fonds. Et les bénéficiaires de ces projets au sein de la communauté consistent à renforcer les capacités et obtenir le soutien des
employés municipaux aussi pour travailler sur le plan local, de la gouvernance locale et aussi sur le plan international. Les objectifs les plus importants de ces deux projets, Quelimane Agricole et Quelimane Limpa, est de lutter contre, de faire face et développer des meilleures pratiques pour promouvoir une agriculture urbaine durable. Et ces deux projets visent aussi à sensibiliser la population sur l'importance de la production organique non chimique et soutenir un réseau d'associations procurant des ressources techniques et visant à améliorer les conditions de vie de notre population. Aussi, nous avons renforcé la coopération avec les autorités locales, les municipalités locales, la société civile et les institutions privées pour intégrer une gestion participative et démocratique avec l'objectif finalement d'augmenter la sécurité alimentaire et améliorer la gestion des ressources naturelles dans les communautés de Quelimane, dans les zones rurales et périurbaines qui ont été atteintes par le changement climatique. Vous allez pouvoir voir, nous avons quelques photos sur ce que nous avons fait. Sur la première photo, vous pouvez voir le processus de développement, de création du compost organique qui vient des déchets. Et nous allons sur le marché, nous recollectons les déchets, là aussi, les ordures, nous développons le compost. Et avec ce processus qui prend quelques mois, entre 2 et 3 mois, donc nous créons, nous développons donc le compost et nous le développons, le produisons. Et avec les communautés engagées, concernées, au tout début, nous avons eu beaucoup de problèmes parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre l'importance de ce compost. Mais avec le temps, nous avons développé donc des campagnes de démonstration. Donc nous, c'est-à-dire les fermiers ou les agriculteurs, on les a invités pour qu'ils puissent voir. C'est-à-dire on comparait les champs où on utilisait du compost et on n'utilisait pas de compost pour voir les différences. Et nous avons pu donc former un groupe de fermiers, de producteurs agricoles. Nous avons développé aussi plusieurs projets et ces projets ont permis les producteurs agricoles à développer davantage de connaissances pour améliorer la production, la culture et aussi augmenter la production de leurs exploitations agricoles en termes non seulement de qualité, mais aussi de quantité. Et cela a permis l'introduction de nouvelles variétés de cultures, de céréales, de légumes, et pour satisfaire les besoins locaux et répondre aux conditions agricoles locales. Ce groupe de producteurs locaux ont reçu de formations dans des questions comme un régime équilibré, comment préparer des gâteaux, travailler avec les pommes de terre, développer avec la purée ou la crème de potiron, travailler avec les jus d'ananas, d'autres fruits, et aussi pour comment produire, pour pouvoir améliorer au fait l'impact de leurs produits. Du point de vue nutritionnel, nous avons aussi développé des cours et des formations sur des questions diététiques et d'équilibre diététique. Mais il y a quand même un challenge très important parce que plus de 60% se perd entre les producteurs locaux et les marchés. Donc, nous avons formé les agriculteurs sur comment préserver leurs produits pour éviter les pertes, le gaspillage et aussi après pour les achats et la vente individualisée au détail ou en gros. Quels sont les challenges?
Mais concernant la nutrition et la sécurité alimentaire, nous avons dû faire face à ce challenge. Les problèmes liés au changement climatique avec la salinisation, l'intrusion du sel et aussi les problèmes de certaines cultures par l'utilisation de terres disponibles, mais aussi l'intrusion de l'eau salée a atteint la qualité des produits agricoles et aussi la sensibilisation pour faire le tri sélectif pour la production de compost organique, mais aussi pour ouvrir des nouvelles voies de travail, ce que nous appelons les jardins potagers dans les centres écoliers, certains quartiers. Donc, nous avons formé les étudiants sur comment faire le tri des déchets, des ordures, pour faire le tri des déchets donc ménagers organiques. Et notre enjeu auquel nous faisons face, c'est que nous sommes en train... Voilà, c'était le projet pilote que nous avons donc entamé. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre à l'échelle cette expérience, de l'élargir, parce que cela a été une expérience extrêmement donc productive, fructueuse. Et aussi, nous avons besoin de garantir les ressources financières parce que c'est très difficile d'obtenir du financement pour la production agricole et aussi pour le secteur de la pêche, de la production agricole. Mais nous sommes en train de renforcer nos capacités là-dessus pour avoir des politiques de développement de genre, pour aussi travailler sur le besoin de femmes dans le développement de la production agricole et pour l'autonomisation des femmes, parce que nous voyons que elles ont été atteintes très sérieusement par ce biais. Si nous pouvons réussir à former les femmes, cela va devenir bien plus simple de pouvoir transformer ce secteur parce qu'elles ont quand même elles jouent un rôle clé, elles ont un impact énorme, non seulement pour elles-mêmes, mais les 52% des enfants sont mal nourris ou sont sous-alimentés. Et notre challenge, comme j'ai déjà dit, c'est de mettre à l'échelle, d'élargir les formations, les expériences, partager les expériences, les bonnes pratiques avec d'autres villes qui ne sont pas encore engagées sur cette voie-là et qui ne bénéficient pas encore de nos expériences. Vous pouvez voir ici les marchés que nous avons organisés avec nos producteurs agricoles pour partager, pour vendre leurs produits à des prix justes, des prix un peu plus sensés pour pouvoir améliorer non seulement le taux d'emploi, mais aussi leurs revenus. Et vous pouvez le voir aussi. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Et aussi ce que je tiens à apprendre d'autres villes. Merci beaucoup de votre attention. Very much, Mayor. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de ces exemples spécifiques et détaillés des données qui soutiennent votre présentation. Merci aussi d'avoir fait ce lien entre l'importance de travailler avec les producteurs locaux, les petits producteurs qui ont été déjà mentionnés par d'autres intervenants. C'est très intéressant aussi d'entendre parler de toutes ces initiatives spécifiques que vous avez développées, Kelimane Limpa, Kelimane, ce rapport entre la gestion des déchets et les systèmes alimentaires de Kelimane. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir mentionné l'importance de cet échange, ce transfert de connaissances, la formation des femmes. Et là-dessus, c'est très important aussi. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, pour partager les bonnes pratiques, pour partager les initiatives. C'est quelque chose que nous tenons à cœur de continuer à faire dans l'avenir, ces politiques qui incluraient les voix des gouvernements locaux, des partenaires locaux. Voilà, maintenant je voudrais passer à l'intervenant suivant, qui est le vice-gouverneur d'Ajaba
orientale, 1000, ben, nous allons entendre sa contribution virtuelle. Yes, moderator, can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, parfaitement. Voilà, vous avez la parole. Merci. J'ai aussi préparé quelques diapos que nous pouvons partager. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la séance, la secrétaire générale de l'UCLG et tous les autres intervenants. C'est intéressant d'entendre les initiatives, les engagements pour vraiment mettre en place toute l'initiative du pacte de Milan. Mais moi, je vais présenter une perspective un peu différente. Nous représentons une région, nous avons un ensemble de municipalités, 38 municipalités, dont la plupart sont de municipalités urbaines, donc des villes. Et le reste, le 29, sont des municipalités qui sont surtout des zones rurales. Mais ici, je voudrais partager la situation après la crise de la COVID-19 qui a entraîné un bouleversement important des activités économiques. Et vous pouvez voir ici, en bas sur la droite, nous avions un impact énorme. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de garantir les besoins essentiels, donc l'alimentation en 2019, 2021, 2020-2021, l'approvisionnement d'alimentation a augmenté d'1 million de familles, 1,8 million de familles. Nous avons augmenté, donc finalement, c'est 3,8 millions de familles qui ont été bénéficiaires de cette aide sous forme de ce que nous appelons l'aide alimentaire non métallique, où nous fournissons soutien en espèces. Donc, nous avons des programmes. Quand il y avait des programmes en monnaie, il y avait un problème parce que parfois l'argent métallique ne réussissait pas à résoudre les besoins qu'on visait. Donc, ces 3,8 millions de familles ont reçu des cartes bleues, en fait, de cartes bancaires, mais qui pouvaient être échangées dans certains centres d'approvisionnement alimentaire avec un bilan. Un bilan, par exemple, $20 mensuels, l'équivalence. Donc, cela leur permettait d'obtenir 10 kilos de riz pour acheter des œufs ou d'autres aliments essentiels. Mais le gouverneur, qui était avant le ministre des Affaires sociales, qui a lancé ce programme en 2014-2015, l'un des problèmes, l'une des innovations qui ont été développées, c'est garantir que le programme d'assistance sociale était en lien avec les producteurs agricoles. Si vous voyez ici sur le slide, Président, est-ce qu'elle avait fait, la gouverneure, était que les centres d'approvisionnement, pour l'utilisation de ces cartes bancaires, de façon à ce que les titulaires des cartes bancaires puissent utiliser leurs cartes. Donc, les familles, les ménages les plus pauvres, les plus donc vulnérables, donc ce qu'ils faisaient, disons que se fournissaient par le biais des groupes de production agricole les plus près, c'est-à-dire les groupes de producteurs ou d'éleveurs ou de producteurs agricoles, pour créer un marché donc captif pour les producteurs locaux. Moi, d'après ce que je sais, c'est que par le pacte de Milan, il faut garantir un lien approprié entre la zone urbaine et la zone rurale, mais si on compare avec la gestion des maires, normalement les maires travaillent avec des populations de consommateurs.
Nous avons plusieurs zones de production. Si vous voyez ici, la diapo suivante, ce que nous avons vécu pendant la COVID-19, nous avons fait un sondage, une étude, et 64% des producteurs agricoles n'avaient pas vécu aucun dérangement, aucune perturbation dans leur chaîne de production parce que la densité de personnes qui habitent dans le secteur de la production agricole n'est pas si élevée. Donc, eux, ils avaient voilà, sur le tableau, sur le graphique, vous pouvez voir que 68% ont pu préserver la productivité. Et aussi, ils ont accès aux équipements, aux machines. Ils n'ont pas eu de problème pour vendre leurs produits. Mais récemment, plus récemment, par exemple, les éleveurs de volailles, ils ont eu de problèmes, producteurs d'œufs, de volailles. Donc, ils ont eu des problèmes pour vendre le produit. Nous sommes en train de voir si ce n'est pas à cause du ralentissement économique ou parce que il y a peut-être une surproduction. Et voilà, cela a réduit les prix. Mais pour des problèmes de production de certaines cultures a augmenté le besoin de cette production. En ce qui concerne le taux de sécurité alimentaire, nous avons pris ce taux 2019-2020. Nous avons analysé, nous avons amélioré de 10 à 12 notre position, donc en accessibilité, l'utilisation et dans le taux, dans l'index de sécurité alimentaire, notre taux a augmenté. Et nous avons ce que nous appelons une équipe de contrôle de taux d'inflation. Et c'est géré aussi à l'aide de la Banque centrale et de la police locale. Donc, nous contrôlons l'inflation pour contrôler qu'il n'y a pas de perturbations importantes sur la chaîne d'approvisionnement, sur la chaîne logistique. Voilà. S'il y a une augmentation de certains produits denrées alimentaires, nous essayons de vérifier qu'il n'y ait pas de perturbation sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a on essaie de garantir qu'il y ait donc un stockage de produits, qu'il n'y ait pas une augmentation artificielle des prix. Et en tant que vice-gouverneur ou le gouverneur lui-même, il est concerné par le bien-être des producteurs. Donc, il faut voir s'il y a une augmentation dans les prix de la récolte. Donc, nous avons dû intervenir pour garantir l'approvisionnement continu. Nous avons une entreprise qui a accès direct au groupe de producteurs agricoles et cela nous permet d'intervenir pour garantir que la chaîne d'approvisionnement est garantie. Et pendant le moment le plus difficile de la crise de la COVID, en mai 2021, nous avons développé ce que nous avons appelé l'Umbupana, donc la source alimentaire, la source de denrées alimentaires. Et nous avons établi un point de stockage de denrées alimentaires sur l'une des villes les plus importantes pour garantir que les consommateurs peuvent avoir accès au prix des denrées alimentaires, qu'ils peuvent acheter les denrées quand ils souhaitent pour éviter qu'il pourrait y avoir une spéculation par rapport au prix de marché. Et il y a plus de 100 marchés sur le Java oriental et il y a des contrôleurs qui nous fournissent des données sur l'augmentation des prix. Cela aide les consommateurs à savoir quel est le prix sur chacun de ces marchés. Évidemment, les marchés changent entre une municipalité et l'autre. Nous pouvons identifier certaines municipalités, par exemple, qui a une augmentation un peu draconienne des prix. Nous pouvons voir s'il y a un excès
accès de l'approvisionnement dans une autre municipalité. Nous pouvons faire un lien entre ces deux municipalités s'il y a un déficit par rapport à s'il y a un surplus. Et là-dessus, vous pouvez voir que dans tous les produits basiques, vous pouvez voir ici le produit basique, ce riz, le soya, les oignons, et vous pouvez voir en bas, c'est la viande et aussi volaille. Mais dans tous ces produits, nous avons garanti donc la disponibilité et l'accessibilité. Nous avons, parce que on aime beaucoup le soya fermenté en Indonésie, donc il faut l'importer parce que nous n'avons pas un excès de production en ce qui concerne le soya, mais le sucre aussi, parfois nous avons donc de déficit de production. Mais en général, nous pouvons dire que nous pouvons voir parfois qu'il y a certains défis entre une municipalité et l'autre. Par exemple, il y a des moments, par rapport aux oignons rouges, pas l'ail, mais bon, j'ai appelé, il m'est arrivé d'appeler le maire, de lui dire, voilà, pourquoi est-ce que le prix des oignons sont en train d'augmenter? Et moi, je vérifie, j'essaie de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, s'il y a un déficit. Et on me dit, mais non, pour faire le lien. Voilà, donc le rôle des gouvernements régionaux d'essayer garantir ce lien continu et disons, fluide entre les producteurs et la production. Ici, vous pouvez voir les 8 municipalités, mais si vous pouvez voir sur la gauche, les chiffres sont très réduits parce qu'il s'agit de zones rurales où il n'y a presque pas d'activités agricoles. Et je sais que nous sommes en train d'analyser donc la culture hydroponique et des innovations agricoles très importantes, mais nous pouvons voir pour les cultures et l'élevage de bétail, ça change. Sur la droite, les municipalités qui sont rurales et qui ont... alors, la production de la pêche sur les zones côtières, vous pouvez voir en bas, il y a peu d'accès aux produits de pêche. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'amélioration du secteur agricole? Nous sommes en train d'intervenir sur la ferme de production, la ferme ou les exploitations agricoles. Nous sommes en train d'établir, de mettre en place des produits sur la production agricole bio, parce que parfois, il y a une chute de production par l'utilisation massive de la terre. La terre ne peut pas récupérer les nutriments, donc nous sommes en train de travailler et de promouvoir la production bio, la production organique. Et nous avons aussi soutenu et nous avons acheté certaines parcelles. Nous avons introduit les fertilisateurs organiques. Nous avons introduit un changement par le biais de cette intervention. Mais la seule façon que nous avons d'équilibrer une production agricole bio durable, c'est d'avoir un incentif dans la production organique. Et voilà pourquoi nous intervenons aussi dans les technologies après la culture, et pour aider les producteurs à commercialiser leurs produits, parce que c'est pas simple d'obtenir donc les certificats dont on a besoin pour garantir aussi la vie utile des produits. Et nous sommes en train aussi de travailler sur l'accès au marché, les protocoles d'export pour soutenir ces interventions aussi. Et en ce qui concerne le prix juste, nous sommes une province
éminemment rural, donc nous devons garantir, nous devons faire en sorte que le prix est juste, mais cela veut dire que les producteurs ont accès à un financement vraiment approprié. Donc, nous avons accès à des financements à des taux d'intérêt très réduits. Par exemple, les producteurs de riz ont accès à ce financement et nous essayons de garantir cette valeur ajoutée. Les producteurs locaux, ils interviennent dans le moulinage du riz. Et nous garantissons qu'il y ait aussi une marque, donc ils peuvent compter sur la confiance du marché, parce que s'ils n'ont pas accès à cette marque de dénomination, ils n'ont pas accès aux consommateurs. Et nous devons aussi garantir la standardisation dans la production de denrées alimentaires et travailler avec des marchés captifs et favoriser le groupe de producteurs locaux. Et parmi tous les fonctionnaires concernés, nous essayons de faire en sorte qu'ils favorisent les entreprises et les producteurs locaux. Et j'ai presque fini, mais ce que nous essayons de faire, c'est développer ces zones basées sur la production de produits de base, c'est-à-dire l'accès à l'eau étant l'un des enjeux les plus saillants. Nous savons qu'avec le changement climatique, nous avons des périodes de sécheresse plus longues et des périodes donc plus réduites. Donc, nous devons garantir la durabilité des bassins hydriques et nous sommes en train de cartographier où est-ce que nous pouvons développer des zones industrielles pour ne pas nuire à la terre de production agricole et l'accès à l'eau. Donc, nous pouvons garantir une planification spécialisée pour garantir la durabilité des ressources hydriques et des productions agricoles. Et aussi, l'année dernière, nous avons émis cette réglementation que nous appelons production agricole donc gérée. Donc, nous essayons d'améliorer la gestion communautaire. Et cette réglementation, il y a par exemple une coopérative essentiellement consacrée à fournir des services aux producteurs agricoles. On a besoin de tous les... Il y a une société qui s'appelle Indofood qui est chargée de prendre les produits des producteurs et garantir dans toute la chaîne de culture de respecter les bonnes pratiques et en fournissant un soutien technique ou l'aide technique et garantir le prix. Et le principe, c'est que s'il y a des différences d'opinion, d'avis, il y a un processus de médiation et de résolution à l'amiable pour faire un arbitrage visant à résoudre tous les différends qui pourraient s'ensuivre. Et aussi, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum. Et aussi, nous croyons que nous avons beaucoup d'innovations que nous pouvons lancer, mettre en place, et les communautés, les municipalités au sein de notre région sont engagés avec le pacte de Milan pour garantir non seulement l'accès à l'alimentation d'une façon durable, mais aussi pour l'adoption de pratiques durables de production alimentaire. Merci. Thank you very much, Vice Governor, for that very interesting. Merci, le vice-gouverneur, de cette présentation. Merci aussi à tous. Merci d'avoir apporté la vision de mécanismes de coordination des initiatives régionales et de voir comment vous travaillez avec les différentes parties prenantes et acteurs et
pour garantir aussi le côté, l'angle de la concurrence que nous avons aussi mentionné. Nous avons passé à l'intervenant, si je demanderais aux intervenants d'être brefs, de limiter leur intervention à 5 minutes. Donc, je voudrais passer la parole à M. Mukahid Sami Kusutikli, directeur du département de relations étrangères de Kenya et aussi de la communauté internationale de producteurs agricoles. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. La politique alimentaire, c'est une question très importante pour tout le monde. Et c'est vraiment une question très importante. Merci à Madame la secrétaire du UCGLG, au forum, chers participants, chers intervenants. Je tiens à partager avec vous les salutations du maire de notre municipalité, qui est le président aussi de la communauté de villes agricoles internationales de Nasrassi. Quelles sont les leçons que nous avons apprises pendant la pandémie? On dit que dans le monde, il y a quelqu'un qui mange une chauve-souris et la maladie passe des animaux aux humains. Nous avons perdu beaucoup de personnes dans tous les pays concernés. Et maintenant, nous savons jusqu'à quel point les aliments sont importants pour tout un chacun, partout dans le monde, pouvant avoir accès à des denrées alimentaires en pleine sécurité dans tout le monde. Il y a 1000 millions de personnes qui souffrent de la famine dans tout le monde et il y a 1 milliard de personnes qui sont obèses. Nous devons aller de l'avant, progresser vers un système alimentaire basé sur la justice et le partage, parce que c'est évident que l'agriculture et les aliments sont importants avec l'augmentation de la population, avec le changement climatique et l'importance stratégique dans la scène de la pandémie de la COVID. En ce qui concerne l'accès à l'alimentation, la sécurité de l'approvisionnement doit être garantie. Et toutes les politiques doivent être actualisées pour répondre non seulement les villes, les régions, mais sinon le besoin global avec la pandémie. La première leçon, c'est informer, sensibiliser la population, comme quoi la production elle est garantie et suffisante, et aussi garantir la qualité de la production. Sinon, autrement, c'est inévitable de voir comment les marchés sont dépourvus et ne connaissent pas leurs besoins. Nous avons vu pendant la pandémie cette ambiance de panique qui menait les gens à suivre leurs instincts de survie, notamment les questions de marketing, de transport, de stockage devraient être garanties, garantir au niveau des prix. Et dans les villes, nous sommes à Konya, 1,5 million de personnes habitent dans le centre de la ville, 200 000 migrants au sein de cette population qui ont émigré venant de Afghanistan, Irak pendant les dernières 5 années. L'État turc dépense des milliards de millions pour soutenir, pour alimenter ces groupes. Les organisations, les ONG font d'énormes efforts pour fournir les denrées alimentaires et le logement, surtout pour les femmes, les enfants les plus vulnérables. Mais nous devons
apprendre à ces personnes vulnérables à pêcher au lieu de leur donner le poisson tout le temps. Non seulement ça, mais les municipalités concernées doivent travailler pour garantir l'accès des personnes les plus dépourvues aux aliments avec des plans de production régionaux d'une production durable qui devrait être en conformité avec les besoins écologiques. Les gouvernements locaux devraient produire, vendre et commercialiser ensemble avec les coopératives et les centres de production en travaillant ensemble avec les gouvernements locaux suivant les besoins de la chaîne d'approvisionnement, de la demande, de l'offre. L'un des problèmes, c'est le vieillissement de la population rurale, non seulement en Turquie, mais partout dans le monde. Et aussi, la migration est en train d'augmenter partout dans le monde, surtout les jeunes qui habitent dans les zones rurales, qui cherchent à émigrer dans les villes, non seulement pour des questions du revenu de la population agricole, mais aussi dans les villes. On préfère la ville urbaine. La solution à ce problème pourrait être soutenir la vie sociale dans les zones rurales. Dans ce contexte-là, il faut absolument développer les gouvernements locaux et la perspective rurale de façon durable, l'économie agricole, économique durable, par la préservation de la vie sociale dans les zones rurales dans notre pays et partout dans le monde. Dans ce contexte-là, il faut mettre en place des solutions dans le monde rural. C'est prioritaire, mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour rentrer là-dedans. Mais je voudrais vous donner un exemple de Konya. Et notre travail, il y a une ville à 60 km du centre-ville avec une population de approximativement 10 000 habitants. Mais il n'y a pas eu la municipalité de Konya a distribué des semences de fraises, parce qu'il n'y avait pas de fraises. Ils ont commencé il y a quelques années. Et la production de fraises a beaucoup augmenté dans cette région pendant les dernières 10 années, et où les producteurs locaux de cette zone sont en train de faire des revenus vraiment importants par le biais de la production de la fraise. Quand il y a une superficie de plus de 40 000 hectares, donc nous ne pouvons pas produire la fraise. Et alors, les gouvernements locaux, avec les producteurs, en tenant compte de la géographie, des ressources hydriques, il faut développer. Alors, tous les systèmes doivent être promus et nous devrions aussi parler aux générations des plus jeunes sur ce qui va arriver dans l'avenir. Si nous continuons comme cela, nous ne pouvons pas expliquer cela aux populations les plus jeunes parce qu'ils sont quelque part coincés dans le monde de la consommation. Nous devons expliquer l'importance de l'importance du recyclage, du gaspillage. Et la politique alimentaire, la durabilité doivent être mises en place à tous les niveaux. Et le système de recyclage, gestion des déchets devrait être mis en place dans les villes et nous devrions rendre à la nature ce que nous obtenons de la nature. Nous devons travailler avec les populations les plus jeunes depuis l'enfance et nous devrons protéger les méthodes de production agricole durable. Nous devrions pouvoir ouvrir des marchés. Les municipalités devraient pouvoir ouvrir des nouveaux marchés pour mettre en contact les producteurs et les consommateurs de façon juste. Certaines municipalités en Turquie ont commencé à ouvrir ces marchés et
les consommateurs vont avoir accès à des denrées alimentaires plus économiques et nous soutenons aussi des coopératives. Non seulement ça, mais la coopération entre le ministère de l'Agriculture et les municipalités devrait être promue. Surtout, les initiatives du ministère doivent être plus transparentes avec la coopération avec les acteurs locaux parce que les municipalités ont des objectifs clairs. La production, le développement des activités agricoles, aussi la solidarité et la coopération doivent être garanties. Les villes, par exemple, l'activité à Konya a été développée pour promouvoir une agriculture sustainable. Nous avons des coopérations avec la Palestine, avec l'Albanie, différents coins de toute la planète travaillent ensemble. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Et je voudrais vous rappeler que l'agriculture durable et la production alimentaire durable est importante et le pacte est important pour partager l'expérience et travailler ensemble dans le même objectif sur la même voie. Merci beaucoup. Merci le secrétaire général de Konya. Merci aussi d'avoir mentionné la question de la migration qui est si importante au sein de la production alimentaire dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. L'importance aussi de la coopération. Donc, je vais passer rapidement à la dernière intervention. Ici, Monsieur Hugo Salomao, directeur de les relations internationales de Belo Horizonte. Merci, vous avez la parole, Hugo. Merci, Massimo. Bonjour à tous ici, tous ceux qui êtes présentiellement ici en ligne. Et je tiens aussi à remercier, à féliciter Massimo, Amelia, Madame la secrétaire générale de l'UCLGT, à toute l'équipe. Belo Horizonte, je sais que nous n'avons pas de temps et normalement, dans 2 minutes, je suis censée aller participer à notre table ronde, mais quand même. C'est la région métropolitaine la plus importante du Brésil, la 7e la plus importante avec 6 millions d'habitants, l'agglomération urbaine avec 8 ans de politiques alimentaires qui a reçu des prix. Donc, nous sommes vraiment très fiers de nos politiques alimentaires qui nous ont fait gagner des prix sur le plan international. Nous avons donc reçu de délégués de l'Amérique latine et aussi de pays de l'Afrique, de l'Asie, d'autres régions de toute la planète et aussi des projets de coopération internationale. Et les villes, en tant que centre de conception et de développement, doivent reconnaître leurs responsabilités pour développer des systèmes alimentaires et de réduire la production de déchets et garantir une vie digne et des opportunités à des producteurs, à des commerçants et développer de façon de production alimentaire durable et confiable. Je vais parler le système de garantie de participation urbaine quand je parle SPG. Non, je parle de ce système de garantie à la participation démocratique. Voilà l'une des façons que nous avons définies par le biais de la loi au Brésil pour garantir la qualité de la production agroécologique dans la région. Donc, toutes les régions de ce pays a le droit de développer son propre système, mais à Belo Horizonte, le PGS développe des initiatives locales, comme j'ai déjà mentionné, avec une population de 6 millions d'habitants et avec donc 34 municipalités qui sont engagées là-dessus. Nous utilisons un protocole légal qui a été signé et adhéré par toutes les autorités en 2017 et nous travaillons aussi avec le soutien d'un programme garantissant la diversité. Nous avons une organisation à multiniveau. Comme j'ai déjà mentionné, ce PGS, ce plan, ce système de garantie de participation joue un rôle très important
Et la coordination et le comité de suivi est aussi important et il est géré par la société civile ensemble avec les parties prenantes locales et qui est chargé de garantir la gouvernance avec les communautés locales et rurales. Nous avons eu la participation de plusieurs parties prenantes, non seulement les villes engagées et concernées, par exemple, vous pouvez voir ici les gouvernements locaux, mais aussi la société rurale de Minas Gerais avec l'aide technique, l'Université fédérale de Minas Gerais, aussi la société de recherche en agriculture et PAMIG, l'agence de développement local, l'ICLE et plusieurs institutions, associations, organisations, aussi bien sûr le plan régional, national qu'international. En ce qui concerne le fonctionnement de ce plan et une approche vraiment élargie, territorialisée pour institutionnaliser ce travail, une stratégie pour garantir la sécurité alimentaire par le biais de l'adoption de solutions durables, y compris, par exemple, l'organisation de programmes de renforcement de capacité, de plans d'action, pour allouer les tâches à être remplies par les participants, les bénéficiaires, garantir la mise en place du programme, des stratégies de communication, de campagnes visant à souligner l'importance de soutenir la production locale et aussi la participation, l'engagement de consommateurs par le biais d'activités comme des marchés locaux, de foires, de paniers locaux, de comités de producteurs locaux et aussi des plateformes comme Facebook, etc., et tout type d'associations et organisations. Voilà, nous avons aussi un processus de certification de la production locale adapté aux différentes réalités confondues. Suivant, en parlant de cette approche participative, qui combine la coopération régionale et interrégionale et la mobilisation sur le plan régional, national, avec le renforcement de capacité des producteurs ruraux. C'est un système de certification et le renforcement du dialogue par le biais de cercles de conversation, de débats, de commissions, de groupes et d'équipes de travail. Et comment est-ce que ce système de garantie participative arrive aux populations les plus vulnérables par les opportunités d'une vie digne, par la valeur ajoutée octroyée aux producteurs locaux avec l'accès aux marchés locaux, par le développement de programmes de formation sur les pratiques de l'agriculture écologique et aussi par l'accès aux marchés par le biais d'une alimentation de qualité. Et pour mentionner le lien entre ce programme et les ODD et les accords de Paris et la nouvelle initiative urbaine, parmi les ODD, les objectifs de développement durable, nous avons vraiment mis en place tous ces objectifs par le biais de notre stratégie centrée sur les ODD. Voilà mes 5 minutes. Merci. Cela avait été vraiment un énorme plaisir d'être ici avec vous tous et partager mon programme. Merci. Merci beaucoup de votre intervention et d'avoir vraiment partagé cet exemple si intéressant sur comment vous avez réussi à intégrer toutes les parties prenantes reliées au système de production alimentaire. Je voulais juste passer la parole à Rodrigo Messias qui va faire un peu la conclusion. Désolé parce que nous sommes un peu en retard. Merci beaucoup, Massimo. Bonjour, je suis... Je suis
Je fais partie aussi du CLG. Je tiens à remercier aussi le secrétariat du Pacte de Milan, la ville de Barcelone et tous les intervenants qui nous ont rejoints aussi. Nous avons parlé de ce système, non, les systèmes alimentaires territorialisés et leur renforcement, le travail avec les gouvernements locaux. Nous sommes en train d'engager le processus multilatéral concernant l'alimentation par le biais de groupes de travail, de systèmes urbains, l'équipe. Nous avons certains partenaires autour qui font partie de ce groupe de travail qui sont en train de développer ces aspects-là. Nous avons beaucoup appris de la pandémie de la COVID-19, les transformations qui ont été donc développées et les transformations qui vont être préservées sur le long terme. Par exemple, le besoin de dépasser, de surmonter le fossé, combler le fossé, voir comment résoudre. Johannesburg a beaucoup travaillé pour considérer les systèmes alimentaires comme des systèmes vraiment transversaux dont il faut tenir compte quand on va travailler sur les questions de migration, d'éducation, de préservation. C'est ce que nous tenons à bien de développer par le biais de ces séances de travail. Nous espérons pouvoir continuer à collaborer avec vous, surtout dans le cadre du congrès de l'année prochaine. Nous espérons pouvoir continuer à débattre ici, dehors. Donc, merci beaucoup de votre attention.